France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum sur France Maghreb 2 et en ce jeudi, manifestation des policiers, c'était hier. Avez-vous une image positive de la police française ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui puisque nous recevrons, comme la semaine dernière, Alexandre Langlois, policier suspendu par le ministre de l'Intérieur depuis le 3 juillet dernier. Vous pourrez évidemment lui poser vos questions. On parle de la police avec ce qui s'est passé aujourd'hui aussi à la préfecture de police de Paris où il y a eu une attaque au couteau de la part d'un fonctionnaire de la préfecture qui a tué 4 policiers aujourd'hui. On y revient dans un instant en détail avec Céline Bory, Philippe Bouriaki et donc notre invité Alexandre Langlois. Vous pourrez intervenir et parler, échanger avec Alexandre Langlois au 01 40 33 9000. Sans oublier évidemment le quiz en fin d'émission sur France Maghreb 2. Le grand forum, Christophe Roux, 16h-18h sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 en ce jeudi 3 octobre. Merci d'être avec nous jusque 18h avec évidemment vos appels en direct sur France Maghreb 2 pour m'accompagner. Céline Bory qui est arrivée à l'heure. Bonjour Céline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Céline, nous serons rejoints par Philippe Bouriaki dans quelques minutes et par notre invité Alexandre Langlois qui est venu nous rendre une petite visite la semaine dernière et qui nous avait promis de revenir aujourd'hui. J'allais dire, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ça tombe quasiment plutôt bien, puisqu'il va nous apporter des informations toutes fraîches, puisque 4 de ses collègues policiers ont trouvé la mort, agressés par un agent des renseignements qui travaillait à la préfecture de police de Paris, une agression au couteau qui se serait produite donc en début d'après-midi, et on va faire le point donc sur toute cette information. 5 morts, dont l'agresseur qui a été donc abattu, comme le terme n'est pas franchement approprié, mais bon, qui a été donc maîtrisé et mort donc par un des collègues. Ce qui s'est passé donc dans la cour, dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris. Le Premier ministre et le président de la République se sont immédiatement rendus sur place. Il y a eu pas mal de confusion concernant le bilan, concernant les faits, etc. Donc voilà, 5 morts dont l'agresseur. L'agresseur, l'assaillant plutôt, faisait partie des effectifs de la préfecture de police, donc ça c'est clair. C'est fait, donc cette information est tombée en début d'après-midi. La question que l'on vous pose aujourd'hui au lendemain de cette manifestation, qui a été assez impressionnante Céline hier, de policiers dans la rue, quelle est l'image de la police que vous avez ? Est-ce que vous avez une bonne image de la police française ? Évidemment, été intéressant de poser cette question. Vous pouvez voter sur Twitter, le grand forum FM2, sur France Maghreb 2 Facebook, pour nous donner donc votre avis. Et on en parle donc avec vous au 01 40 33 9000. On parlera donc avec Alexandre Langlois, notre invité, qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors Céline, première petite réaction sur ce qui s'est passé cet après-midi ? Alors que je tombe des nues parce que je vois une déclaration, une réaction de Manuel Valls. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il s'exprime, Manuel Valls. Depuis la mort de Chirac, il revient sur le devant de la scène française, à s'exprimer sur tous les sujets visiblement. Mais qu'a-t-il dit ? C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'a dit Manuel Valls ? Une dépêche de 15h48. Je suis bouleversé d'apprendre les conséquences de l'attaque à la préfecture de police Paris. Je connais si bien cette prestigieuse maison, toutes mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Les forces de l'ordre méritent plus que jamais notre soutien et notre respect. Voilà ce qu'a déclaré, réagi Manuel Valls. Visiblement, alors oui, effectivement, on peut déplorer le nombre de victimes qui est conséquent, parce que ça reste des victimes dans des conditions assez horribles, visiblement. Maintenant, il semblerait que ce soit une affaire en interne, et puis il va falloir attendre ce que révèle l'enquête. Voilà, on ne peut que déplorer de toute façon qu'il y ait des morts. Oui, absolument. Alors, pour ce qui est des victimes, une femme et 3 hommes fonctionnaires, selon nos confrères de BFM TV. Gérard Collomb qui a aussi réagi sur Twitter, l'ancien ministre de l'Intérieur. Sur Twitter, j'apprends avec émotion le drame qui s'est produit en début d'après-midi à la préfecture de police de Paris. Toutes mes pensées vont bien sûr aux familles des victimes et je veux aussi faire part de mon soutien à l'ensemble du personnel dont j'imagine l'émotion à cet instant. Gérard Collomb sur Twitter. Quoi qu'il en soit, 4 policiers donc ont été tués, c'est ce qu'il faut retenir dans une agression à l'arme blanche perpétrée à l'intérieur de la préfecture de police de Paris par un employé qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre pour des motifs qui restent évidemment indéterminés pour l'heure.
L'agression qui s'est produite en début d'après-midi à l'intérieur de ce lieu emblématique situé dans le centre de Paris qui regroupe les différentes directions de la police parisienne à l'exception de la police judiciaire. L'assaillant abattu dans la cour de police de Paris travaillait à la direction du renseignement de la préfecture de police. C'est ce qu'ont indiqué des sources concordantes. Les enquêteurs explorent notamment la piste d'un conflit personnel, ce sont selon ces sources. Il travaillait donc au service informatique de la DRTP et souffrait d'un handicap. Quoi qu'il en soit, le lieu a été évidemment placé sous haute protection, haute sécurité, le périmètre bloqué. Donc voilà, c'est ce qu'ont constaté des journalistes sur place. Le président disait tout à l'heure, ainsi que le Premier ministre s'est rendu sur place. Bon, rien de bien surprenant parce que évidemment c'est quand même 4 fonctionnaires qui ont été tués dans l'exercice de leur travail cet après-midi dans cette enceinte emblématique. Précision importante, Céline. Les agents ou les personnels de la préfecture de police ne sont pas fouillés, parce que beaucoup nous disent oui, mais comme il a pu rentrer, ils sont pas fouillés, le personnel tout simplement. C'est pour ça qu'il a pu rentrer donc avec un couteau. On fera le point en tout cas avec Alexandre Langlois qui a certainement des informations un peu plus importantes que nous à nous communiquer tout à l'heure. Bon, de toute façon, moi, ce que j'ai entendu aussi aux informations avant de partir, c'est que s'agissant d'un couteau en céramique, quand bien même il aurait passé des portiques, ça n'a pas sonné. Après, voilà. Malheureusement, il est rentré. On peut penser que c'est un acte prémédité. Il est quand même rentré avec ce couteau. On rentre pas comme ça avec un couteau en céramique. Après, les motivations de l'assaillant, je pense que l'enquête, on va en apprendre plus au fil des heures. C'est ça, absolument. Alors, alors qu'il devait se rendre en Turquie, Christophe Castaner a repoussé son déplacement et s'est rendu immédiatement évidemment sur place. Le procureur de Paris s'est aussi lui déplacé. Et le parquet antiterroriste n'a pas été saisi à ce stade. C'est ce qu'on apprend de sources judiciaires. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas d'une attaque terroriste, étant donné que c'est visiblement un conflit interne au sein de la préfecture de police. Quoi qu'il en soit, on ne connaît encore pas les motivations. Du coup, cette question, j'allais dire, tombe plutôt mal. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne pouvait pas choisir. L'image de la police, on en parle parce que la police, on en parle régulièrement dans cette émission à la radio, au travers de différentes bavures, parce qu'il y en a, il faut pas les occulter. Tu nous as préparé un petit avis tranché, ma chère Céline. De quoi il va s'agir dans cet avis tranché? Mais justement de ces dérives et de ces bavures policières, et puis avec une petite énumération de quelques affaires qui sont peut-être connues de certains et méconnues d'autres parce qu'anciennes. Donc voilà. Oui, c'est faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé effectivement pour ne pas oublier. D'abord, c'est important. La question, je te la pose, mais je vous la pose également à vous, auditrices, auditeurs. Est-ce que vous avez une bonne image de la police française, ou est-ce qu'elle a été entachée cette image par les différentes affaires justement qu'on a eu à relayer, des affaires qui sont connues de tous. 01 40 33 9000 pour voter. Sur Facebook France Maghreb 2, pour Twitter le grand forum FM2. Céline, à titre personnel, est-ce que tu as une bonne image de la police française? Est-ce que tu te sens en sécurité avec cette police? À titre personnel, je me sens parfois pas en sécurité, mais pas tant moi, plutôt pour parfois aussi pour mes enfants. Voilà, quand on a des enfants qui commencent à être adolescents mais qui ne sont que des enfants qui grandissent et qui sont soumis à des contrôles de police qui peuvent être violents, qui peuvent être agressifs alors qu'ils ont 13-14 ans, même s'ils font 1m75, et que ils peuvent aussi subir le délit de faciès. Oui, forcément, en tant que maman, ça interpelle. Me sentir en sécurité face à cette police, je peux pas faire abstraction de tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec les dérives et les exactions policières, avec les mutilations qu'il y a eu, avec les morts. Enfin, pas que depuis quelque temps, de toute façon, depuis de nombreuses années. Et puis surtout, pour moi, le problème, c'est cette espèce de corporatisme. J'y reviendrai dans mon avis tranché, mais ce corporatisme aveugle qui fait que très souvent, les délits commis par des policiers ou les crimes policiers restent impunis. Et on arrive à des acquittements ou à des non-lieux. Ce qui nous intéresse dans tout ça, Céline, c'est important aussi de le dire, c'est aussi les conditions de travail des policiers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont manifesté hier. Non pas à chercher à excuser quoi que ce soit, mais à essayer de comprendre. C'est un petit peu l'objectif aussi de cette émission et de la présence de Alexandre Langlois tout à l'heure.
essayer de comprendre justement pourquoi on arrive à de telles dérives, à de telles bavures parfois. Et forcément ça a des explications, et ça mérite qu'on s'y intéresse. Donc vos appels au 01 40 33 9000. Aujourd'hui on parle de la police, et évidemment nous adressons toutes nos sincères condoléances aux familles des victimes, à ces 4 fonctionnaires, une femme et 3 hommes qui ont été tués donc à l'arme blanche sur leur lieu de travail, dans la célèbre maison emblématique de la préfecture de police de Paris. Alors visiblement, il y en a 3 qui auraient été agressés dans leur bureau, et une femme qui a été agressée dans la cour par cet assaillant. C'est la dernière, effectivement, une jeune, d'ailleurs, jeune fonctionnaire de police. L'assaillant avait quand même 20 ans de maison, visiblement, d'après ce que l'on en sait. Et était, à ce que j'ai entendu, on l'a déclaré comme un employé modèle. Un employé modèle, absolument. Donc on en reparlera avec Alexandre Langlois dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, vos avis nous intéressent. 01 40 33 9000. Les policiers dans la rue, une mobilisation inédite. Il faut remonter près de 20 ans pour se rappeler d'un tel rassemblement. Aujourd'hui, ils étaient 27 000 policiers selon les organisations syndicales pour une marche de la colère. Les raisons, protester contre leurs conditions de travail, la hausse des suicides et la réforme des retraites. Un malaise croissant que dénoncent désormais les professionnels. Nous sommes ici réunis avec toutes les organisations syndicales de façon à faire un petit peu du nombre et montrer notre mécontentement. On va parler surtout des collègues qui se sont suicidés, des conditions de travail qui sont de plus en plus déplorables, et nos conditions de retraite. En fait, il y a tout un tas de sujets qui sont mis à mal en ce moment. Depuis 2015 et les attentats, l'emploi est prenant et continue. Bien évidemment, les manifestations loi travail, puis ensuite les manifestations gilets jaunes usent, et les collègues ont une lassitude et ne peuvent plus avoir de récupération et de vie de famille décente. Ce qu'on espère, c'est déjà être entendu, montrer que la police en a ras-le-bol. Comme vous le savez, c'est la première manifestation depuis 2001. Depuis 2001, il y avait jamais eu une intersyndicale aussi importante dans la police nationale. Donc tous les flics en ont ras-le-bol. Et Alliance Police Nationale est bien évidemment à l'origine de ce mouvement et en première ligne pour défendre toutes ces revendications. Une manifestation investie par l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Éric Drouet. Pour lui, il ne faut pas que cette manifestation fasse oublier les violences des forces de l'ordre contre les manifestants lors des rassemblements de Gilets jaunes. C'est facile de venir manifester contre les conditions de travail, mais nous on a des conditions de manifestants qui sont encore plus exécrables. Donc ce serait bien aussi qu'ils en parlent, qu'ils ne soient pas offensés quand on les traite de barbares comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, qu'ils acceptent plutôt ces termes-là, même si c'est pas eux, c'est quand même leurs collègues. Et eux n'en parlent pas non plus, donc c'est un réel problème. À Bobigny, en marge des manifestations parisiennes, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal pour protester contre les violences policières. On est venu crier haut et fort qu'aujourd'hui ça ne peut plus continuer comme ça dans un pays de droit comme la France. Aujourd'hui le droit est au-dessus de l'État, la justice est au-dessus de l'État. On a certains policiers qui ne respectent pas le code de déontologie, la check le R434, et on ne peut plus rester les yeux fermés. Quand je dis nous, c'est la population en règle générale. C'est pas un sujet qui doit être soulevé que par les jeunes des quartiers dits populaires. C'est un sujet qui doit être soulevé par tous les citoyens français qui prônent la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, monsieur. Le gouvernement, de son côté, tente d'apaiser la situation. Il prévoit notamment la hausse de plus d'1 milliard d'euros du budget de la police nationale depuis le début du quinquennat et promet le recrutement de 10 000 gendarmes supplémentaires sur l'ensemble du mandat. Reste à savoir si ce sera suffisant pour calmer la colère des uns et des autres. Voilà pour en tout cas cette manifestation qui a eu lieu hier et qui a rassemblé quand même 27 000 personnes à Paris. C'est assez impressionnant évidemment. Philippe Boyaki qui s'installe, qui nous a rejoint tout de suite dans le studio sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Notre invité Alexandre Langlois qui arrive vers 17h. Parce qu'évidemment, au vu de ce qui s'est passé, il y a un peu de retard et on peut le comprendre puisqu'il a perdu 4 de ses collègues au sein même de la préfecture de police de Paris. Philippe, ça va ? Bah écoute, oui, je voudrais m'excuser pour le retard, mais la circulation est très compliquée et puis surtout présenter mes condoléances aux familles des victimes. J'ai appris la nouvelle d'ailleurs par l'intermédiaire de France Maghreb 2 tout à l'heure. C'est quelque chose d'horrible. Au lendemain de cette manifestation, comme tu le disais, qui a réuni 27 000 personnes, j'ai vraiment une pensée pour toutes celles et tous ceux qui souffrent au quotidien dans leur travail. Et est-ce qu'on a des éléments supplémentaires sur Alors,
On a des éléments supplémentaires. On sait que 4 donc policiers sont morts, 3 hommes pardon et une femme. Que l'assaillant avait 20 ans de maison, que c'était un employé modèle, qui travaillait donc au service des renseignements, qu'il était handicapé, sourd et muet, et qu'il a effectivement, alors ça serait a priori pour des motifs dont on ne connaît pas encore les raisons, puisqu'il y a une enquête interne qui a été enclenchée. Quoi qu'il en soit, le président et le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur ainsi que la maire de Paris se sont rendus évidemment sur place. Voilà pour les informations dont on dispose, et c'était un petit peu confus en début d'après-midi. Là ça s'avère, j'allais dire, un peu plus précis. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ce qui s'est passé cet après-midi, cette agression donc au sein même de la préfecture de police. Rappelons, parce que beaucoup peuvent se dire mais oui, mais comment il a pu pour rentrer dans une préfecture avec une arme blanche? Les employés ne sont pas fouillés. Voilà, donc ce qui explique donc qu'il aurait commis cet acte. Donc moi je poserai la question à Alexandre Langlois. Pourquoi dans ce pays la police n'est pas capable de maîtriser un individu sans le tuer? Là, pour le coup, je pense que le policier qui a agi et qui a abattu l'assaillant, visiblement, c'était dans le cadre de la légitime défense. Oui, mais c'est à chaque fois pareil, c'est-à-dire que même pour des individus dans le cadre d'attentats ou d'actes terroristes ou d'appréhender un individu, on n'est pas capable de l'attraper vivant. C'est quand même extraordinaire. Alors, Christophe, moi, je parle bien sûr sous le contrôle de mon expérience et d'instructeur de self-défense et bâton, armes, couteau, pistolet. Tout le monde n'a pas cette instruction complémentaire. Je le dis souvent, la répétition emmène les automatismes, et il s'avère qu'aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, les policiers ne tirent plus sur cible aussi fréquemment qu'avant. Donc ils ont un quota de munitions par an qui a énormément diminué. Premièrement, il y a une différence entre tirer sur une cible fixe et une cible mouvante, un être humain qui est dans sa gestuelle et qui peut se diriger vers toi. Il y a aussi lorsque tu n'es pas lorsque tu n'es pas confronté au quotidien à sortir ton arme, à devoir faire usage pour neutraliser quelqu'un, je ne dis pas pour l'éliminer, je dis pour le neutraliser. Et ben sur l'instant T, sur la rapidité, sur le manque d'entraînement, sur le discernement du danger, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'assassiner 4 personnes, donc il est pas là pour parlementer. Et il y en a une qui est en cours d'opération, une blessée, donc voilà. Une 5e personne donc, qui serait... Il faut savoir que tout ça mis bout à bout fait que sur l'instant T, souvent, malheureusement, on n'a pas affaire à des personnes du RAID ou du GIGN ou du GIPN qui s'entraînent mais quotidiennement avec des armes réelles sur des cibles mouvantes, sur des situations de guerre, je pense à mes anciens frères d'armes des forces spéciales. Malheureusement tu arrives à cette tragédie. Si je peux me permettre, Céline, permets-toi. J'aimerais parce qu'à la base, c'est vrai que l'actualité fait qu'on s'adapte. Est-ce que tu permets que je donne juste les toutes dernières informations, parce que ça tombe au compte-gouttes, notamment une déclaration de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui précise que l'agent est âgé de 35 ans, il s'est engagé dans un parcours meurtrier, il était connu dans le service informatique, mais n'a jamais présenté de difficultés comportementales. L'enquête ne fait que débuter. Une des victimes blessées est en cours d'opération et les nouvelles sont rassurantes, a déclaré Christophe Castaner. Nos personnels sont mobilisés. Et puis BFM TV qui a dévoilé une photo prise après les faits. Et une perquisition est en cours au domicile de l'auteur présumé en région parisienne, selon, encore une fois, nos confrères de BFM TV. Et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Celle-ci a été confiée à la brigade criminelle. Voilà, pour les toutes dernières informations dont on dispose à cette heure-ci. Céline. Donc voilà, moi je voulais revenir par contre sur la manifestation d'hier, parce que c'est vrai qu'on s'adapte à l'actualité, aussi terrible soit-elle, mais il n'y a pas forcément de lien, parce que là on est en train de nous dire que peut-être cela serait lié aux conditions de travail de la police. Pour l'instant l'enquête nous le dira, mais rien n'est établi par rapport à cela. Hier,
lors de cette manifestation qui a rassemblé 27 000 policiers, il y avait certes des revendications qui peuvent être légitimes, hein, du matériel plus décent. On voit très bien quand on va dans un commissariat que les ordinateurs sont complètement obsolètes ou qu'ils ont un stylo pour 5 fonctionnaires. Ils demandent des moyens matériels supplémentaires, mais des engagements par rapport à leur retraite aussi, et puis le fait de pouvoir se faire payer leurs heures supplémentaires. Mais au-delà de ça, les manifestants déclarait surtout un manque de reconnaissance de la part du gouvernement et de la population. Donc il disait la population, il se plaignait de ce manque de reconnaissance des Français, de la population en général. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi ce clivage et cette fracture entre le peuple, une partie en tout cas du peuple, et les forces de l'ordre? On a eu quand même depuis un an, mais c'est pas un an pour le grand public, on va dire, de dérives et de condamnations d'actes policiers avec plusieurs éborgnés. Je sais plus combien il y en a eu depuis un an pendant les Gilets jaunes, mais de nombreux blessés. 25 éborgnés, 6 mutilés. Des milliers et des milliers de gens qui ont été blessés, d'autres qui ne sont même pas passés par les services officiels de secours, et 2 décès. On a assisté à des déferlements de violence qui ont été filmés, dans certains cas, de la part de fonctionnaires. D'acte en acte. D'acte en acte, et qui n'ont pas été condamnés. Moi, tout à l'heure, avant l'arrivée de Philippe, tu as dit peut-être que les conditions de travail peuvent expliquer ces dérives. Je suis pas d'accord, parce que par exemple, on a vu il y a un an, c'était en décembre, je crois, l'année dernière, l'épisode du Burger King des Champs-Élysées. Je sais pas si vous vous souvenez, où c'était des CRS, me semble-t-il, mais je voudrais pas dire de bêtises, se sont déchaînés sur des personnes au sol, des manifestants au sol qui s'étaient réfugiés pour éviter les gaz dans un fast-food. On peut pas expliquer des tels gestes de la part de policiers par un surmenage, par le fait que ça fait X week-ends qui sont obligés de faire des astreintes et des heures consécutives de travail sans repos. Imagine 2 secondes que des chirurgiens ou des personnes qui travaillent à la PHT parce qu'ils font des heures, ou des infirmières qui sont surmenées, s'acharnent sur un patient sous prétexte que leurs conditions de travail sont déplorables. On a des vies derrière, il y a un problème, et c'est ce que nous disait déjà la semaine dernière Alexandre Langloise, il y a un problème au niveau des donneurs d'ordre. Par exemple, il y a une policière qui s'exprimait chez l'un de nos confrères ce matin, et qui disait les Black Blocs, on peut les arrêter, sauf qu'on n'a pas les ordres pour le faire. Voilà. Ça c'est la réalité du terrain aussi. Petite déclaration du procureur de Paris qui vient de tomber, Rémi Hetz. Nous déplorons le décès de 4 personnes. J'ai ouvert immédiatement une enquête confiée à la brigade anticriminelle. Cette enquête est en cours. Elle va s'attacher spécialement à mettre en lumière les motivations des passages à l'acte de l'auteur des faits, qui est âgé de 45 ans maintenant. Ah bon, ça change. Il a pris 10 ans. Oui, il a pris 10 ans d'un coup. Castaner nous dit qu'il a 35 ans. En même temps, il a 20 ans de boîte. S'il avait 35 ans, il aurait commencé très jeune. Non, alors c'est moi qui ai mal vu tout à l'heure. Effectivement, c'était bien 45 ans. 45 ans, donc l'agent en question. Et non pas 35 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai confondu le 3 et le 4. Ça peut arriver quand même. Ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, quand même. D'ailleurs, avant que tu arrives, on a lu une déclaration de Manuel Valls. Il a réagi. Non. Si. À quoi il a Manuel Valls, il a réagi à ce qui s'est passé cet après-midi. Non, mais qui reste là où il est. S'il te plaît, Manu, ne reviens pas. Ne reviens pas parce que. Il est revenu la semaine dernière. Il est pour revenu la mort pour de Jacques Chirac, qui revient pour ce qui s'est passé à la préfecture. Mais si. C'était son père spirituel aussi, ou comment ça se passe? Philippe. Mais il a épousé une milliardaire. Oui, mais il a le droit de s'exprimer quand même. C'est un homme public, c'est l'ancien Premier ministre de la France, ancien ministre de l'Intérieur. D'accord, mais Manu, rends-nous les gardes du corps que tu as à disposition, rends-nous le véhicule, rends-nous le bureau. Il a un bureau avec secrétaire pendant 10 ans, faut le savoir, et rends-nous ta retraite de Premier ministre. Et puis après, tu peux t'exprimer sur ce que tu veux. Bon, allez, on est de retour très vite avec Alexandre Langlois qui arrive dans le studio. La question vous est posée aujourd'hui, même si elle n'est pas forcément de circonstance, mais bon, elle est posée quand même. Quelle image avez-vous une bonne image de la police française? Sur Twitter, le Grand Forum pour voter. Sur Facebook, France Maghreb 2. Je crois que c'est plutôt non qu'il l'emporte. On va regarder ça de plus près parce que ça a plutôt évolué. Sur Twitter, le Grand Forum FM2, France Maghreb 2. Sur Facebook pour voter avec Céline Bory, journaliste, avec Philippe Boriaki et notre invité dans un instant, Alexandre Langlois.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Céline Bory, avec Philippe Bouriaki et notre invité qui nous rejoindra dans quelques minutes sur France Maghreb 2, Alexandre Langlois, policier qui, je vous le rappelle, a été suspendu pour avoir dénoncé des dysfonctionnements au sein de l'institution policière, suspendu par Christophe Castaner. Et donc cette information de cet après-midi qui s'est déroulée dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris avec un membre des renseignements qui travaillait donc dans cette maison, qui a tué 4 personnes, 4 fonctionnaires de police, 3 hommes et une femme, et une 5e personne qui serait en cours d'opération. Selon les déclarations de Christophe Castaner, l'agent est âgé de 45 ans, ne présentait aucun de problème particulier de comportement. Il avait quand même quelques 20 ans de maison, donc tout se passait bien jusqu'à aujourd'hui où il a pété visiblement un câble et il a tué 4 de ses collègues et blessant une 5e personne. Voilà pour les informations dont on dispose. Philippe Bouriaki, Céline Bory, la question qu'on pose aujourd'hui, puisque nous étions censés parler de la police et de son rapport avec la population aujourd'hui, ce qui ne nous empêchera pas de le faire, parce que voilà, on rappelle que ce n'est absolument pas un attentat terroriste qui s'est produit, puisque c'est un agent donc de la maison qui aurait commis cet acte. La police française, est-ce que vous avez une bonne image de la police française? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2. Vous êtes 85% à dire non, 85% à dire non. Sur Twitter, le Grand Forum FM2, Philippe, ça donne quoi? Sur Twitter, 85% à dire non. Pareil. Oui, pareil. Sur Twitter et sur Facebook, on a le même chiffre. 85%. Comment vous l'analysez, vous, ce chiffre, Philippe Bouriaki, le fait que les gens... Est-ce que vous comprenez d'abord? Oui, alors que je devrais pas le comprendre. Personne ne devrait comprendre qu'une population déteste sa police, parce que c'est notre police. C'est pas la police privée de Macron et Castaner. C'est pas la police privée des gouvernements lorsqu'ils sont pas contents que la population réclame pitance et qu'on lui envoie en face les CRS, les gendarmes mobiles, les baqueux qui sont pas équipés, qui sont pas prévus ça, qui sont pas formés pour la sécurité publique sur la voie publique lors de manifestations. Et c'est là où il y a une vraie divergence. La police, sa fonction première, normalement, est de garantir la sécurité des biens et des personnes. Sauf, c'est marqué dans le code déontologie, mais ça arrive à la fin. La première des choses, c'est d'obéir au doigt sur la couture, aux instances de la République qui leur dit, faites ceci ou faites cela. Les instances de la République leur dit régulièrement, il faut un quota de chiffres, il faut un quota de PV, donc ils deviennent des agents du fisc armés, avec un brassard et une plaque pour pouvoir rentrer chez toi et rentrer dans ton véhicule à n'importe quel moment. Donc ça suffit, c'est pas son rôle, la police, normalement, de verbaliser les gens. Je dis bien qu'il y a un code de la route qu'il faut appliquer et verbaliser et faire strictement respecter le code de la route, mais je peux te dire de source officielle que en fin de mois, lorsque les gens n'ont pas atteint leur quota, ils vont dans des rues où des gens sont garés à contresens. Tu sais que le code de la route prévoit que tu dois être garé dans le sens de la circulation. Parce que lorsque tu sors, tu peux ne pas voir le véhicule qui arrive en face et ça peut être cause de danger. Et c'est 35 €. Et là, on aligne des rues entières. Et là, ça devient du racket fiscal pour faire rentrer des sous dans les caisses de la ville, alors que on devrait avoir des ASVP, des agents de la sécurité de la voie publique, qui seraient chargés de ça. Il faudrait leur donner l'habilitation et les faire certifier PJ21 pour pouvoir verbaliser sur la voie publique, et que les policiers soient destinés à des missions de sécurité, de sûreté, d'accompagnement, d'éducation, de sensibilisation, la police de proximité. Voilà, celle qui connaît les gens, celle qui connaît la population, et celle qui a un vrai lien. Aujourd'hui, il y a une distorsion énorme. Au-delà de ça, on arrive vraiment à des chiffres exorbitants parce qu'on a vraiment un non à 85%. Donc voilà, il y a pas. C'est catégorique. C'est catégorique, il y a pas photo. Pourquoi on arrive à des tels chiffres? À mon sens, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé depuis un an avec les Gilets jaunes, puisque les violences policières que beaucoup, dont je fais partie, dénoncent depuis de nombreuses années, ont longtemps été cantonnées dans les quartiers populaires, donc pour ces habitants des quartiers populaires. Donc une partie des Français ne se sentaient pas concernés par ce qui pouvait s'y passer. C'est Philippe qui te perturbe ou quoi? Non, tout va bien. Tout va bien. Une partie des Français ne se sentaient pas concernés par ce qui pouvait se passer dans ces quartiers qu'ils ne fréquentaient pas, et donc pouvaient déduire que ce qui s'y passait quand ils entendaient des choses, c'était légitime. Or, avec ce qui s'est passé dans les dernières manifestations depuis un peu plus d'un an, tout à chacun a vu qu'il pouvait être victime de violences policières, et de nombreux manifestants se sont rendus compte que ceux qui étaient dénoncés depuis des années
était réel, était violent et était réel. Nasser est avec nous appelle au standard 01 40 33 9000. Il est agent de sécurité du côté de Vitry. Bonjour Nasser. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nasser. Voilà. Bonjour. En fait, je voulais intervenir parce qu'en fait, il y a tout le monde qui taille les flics. Premièrement, je suis pas flic, je suis amené à travailler avec la police. Sincèrement, il y en a qui sont des gens sympas, ils font leur travail correctement. Oui. Voulez-vous dire ça? Et c'est comme partout, il y a le méchant, il y a le bon, voilà, il faut pas. Parce que là, on entend souvent les gens dire, ouais, non, ils font ça, ils font ci, ils font nanani. Mais en réalité, eux, là, ils ont des ordres à exécuter, c'est tout. C'est comme ça. C'est ce que dit notre invité, Alexandre Langlois, avec qui. C'est ce qu'on dit aussi, voilà. c'est... On a des consignes, on applique les consignes. Eux, demain, ils les envoient sur une route. Quand j'entends la dame dire, ouais, en fait, il y a des quotas, il y a des trucs. C'est normal. Ils sont menés à faire une mission. Ils ont une mission à faire. Il fait sa quota, il rentre chez lui. Et lui, c'est pas à lui de décider. Attends. Excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais ça, c'est quelque chose que c'est pas entendable de ma part, mais je remets pas en cause ton sentiment qui peut être légitime. La fonction première d'un gardien de la paix, son nom, il est bien clair. C'est garder la paix et la tranquillité des gens. C'est-à-dire aller secourir l'autre. C'est pour ça qu'ils sont dans la police. Ils sont pas là pour faire du chiffre parce que il manque 2 milliards d'euros dans les caisses, parce que ces monsieur dames qui ont fait Polytechnique, Sciences Po ont décidé de faire certaines orientations budgétaires et qu'elles se trouvent mauvaises et désastreuses, parce que ils veulent pas taper les grands patrons du CAC 40 qui font de l'évasion fiscale, et donc on va les matraquer le petit gars ou la petite nana qui n'a pas le choix que de prendre son véhicule, qui a eu un moment d'inattention. Je dis bien qu'il faut respecter le code de la route, c'est pas ça que je remets en cause, mais lorsqu'on sort uniquement pour ça et qu'on oublie les missions premières qui sont celles d'offrir la sécurité à sa population, parce que nous sommes la population de la police comme elle est notre police à nous, et ben là il y a une dissension. Nasser vient de dire aussi quelque chose d'intéressant quand il dit je travaille avec des policiers, c'est comme partout, c'est le reflet de la société, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Effectivement, c'est vrai, mais le problème c'est quand il y en a qui font des choses pas sympas, qui débordent de leurs fonctions, leurs collègues, même s'ils ne sont pas l'auteur de ces dérives, ne les dénoncent pas. Ouais, oui, c'est comme dans beaucoup de corporations, vous savez, c'est comme dans le milieu médical, quand il y a un médecin qui va commettre une faute, il ne sera jamais dénoncé par ses confrères. Voilà, effectivement, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et celui qui parle, Alexandre Langlois nous disait encore la semaine dernière, celui qui parle, il est sanctionné. Voilà, ça il faut le savoir. Moi, j'avais juste à vous dire ça, c'est tout, parce que voilà, je voulais intervenir sur le côté. Voilà. Merci Nasser. Merci. On sait que c'est partout, c'est voilà. Et j'ai un respect pour vous, je respecte votre pensée, je respecte vos paroles, il n'y a pas de souci. Spécialement, je voulais intervenir sur le petit sujet, celui-là. Eh ben, c'est fait, mon Nasser. Merci beaucoup, en tout cas, et bon courage, à bientôt. Bah, écoutez, merci beaucoup, et voilà, en espérant que ça s'arrange. C'est tout. Merci à vous. 01 40 33 9000, c'est un peu le but en fait de l'opération, c'est d'essayer de faire se rétablir un dialogue entre la police et sa population. Qu'est-ce qui vous arrive là? Non mais dites-nous. Un problème de casque. Un problème de casque. Voilà, tout à fait. C'est France Maghreb 2. Qu'est-ce que je vous dis? Mon casque ne fonctionne plus. Il m'a lâché en cours de route. En cours de route, comme ça. Voilà. Bon. Lâchement. Je vais te donner le mien. Non, c'est bon, j'ai pris celui-là. Voilà. Allô, bonjour, qui est avec nous? 01 40 33 9000, évidemment, pour nous donner un petit peu votre ressenti, votre sentiment. Est-ce que vous avez une bonne image de la police française? On rappelle que sur Facebook, sur France Maghreb 2, vous pouvez voter. Vous êtes 85% à dire non, 85% également sur Twitter, le grand forum FM2 à dire non. Vous continuez de voter en tout cas, que ce soit sur Facebook ou Twitter, ou en nous appelant 01 40 33 9000. Peut-être nous faire part de ce qui vous est arrivé avec la police, quelques contrôles qui se seraient bien ou mal passés d'ailleurs. On prend aussi ce qui s'est bien passé. C'est très intéressant aussi. 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour, je suis en direct. Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Ouais, c'est Patrick de Paris. Alors moi, je voudrais intervenir sur le sujet. Sachez que c'est pas la police qui en faut, c'est la population. C'est les gens qui font des incivilités, ils font des conneries toute la journée, et après, quand ils se retrouvent face à face avec la police en garde à vue, ils font caca dessus. Arrêtez de faire des conneries, tout se passera bien, c'est de votre faute le malheur, ça. C'est humain, ça, qui emmerde tout le monde en ce moment. Il faut pas s'en prendre à l'État et à la police, c'est vous-même qui déconnez. Il faut assumer vos conneries. La police est là pour vous verbaliser ou vous matraquer ce que vous voulez. Ah, vous matraquez, d'accord. Pas des gens bien, d'accord. Merci Patrick. Merci Patrick. Patrick,
Gros bisous. Va boire un bon café, ça te fera du bien, hein. Ça te fera retourner tes esprits. Voilà. Bon, je sais pas qui il est, ce Patrick. Et s'il s'appelle vraiment Patrick, en tout cas, j'ai l'impression que c'est split. J'ai l'impression qu'on l'a régulièrement sous diverses identités. Oui, c'est ça. Je le reconnais un petit peu. Allô, bonjour, qui est avec nous? C'est Mohamed de Marseille. Bonsoir Mohamed de Marseille. Mohamed. Comment moi à Marseille? Ça va. Alhamdoulilah. Alors on vous écoute Mohamed. Moi je vous appelle, j'étais déjà intervenu au niveau pour parler de la police. Ouais. Alors c'est bien beau, franchement c'est bien beau de dire que la police, les gens ont une mauvaise image de la police, sauf que, et ça c'est acquis par expérience, sauf que le boulot de policier est devenu ces derniers temps de plus en plus dur. Parce que vous êtes vous-même policier, Mohamed, ou pas? Pardon? Vous êtes vous-même policier? Ouais, je suis policier, je suis policier. Ça va faire 20 ans que je suis dans la police et le comportement des gens a vraiment changé. Avant, pour une simple amende, les gens essayaient de négocier. Maintenant, ça va quasiment à la bagarre. Mais peut-être parce que les gens. Pardon? Vas-y, finis, excuse-moi. Pardon. Non, je te dis ça parce que voilà quoi, ça devient tu contrôles les gens, c'est pourquoi vous me contrôlez. Quand tu tombes sur un arabe, c'est pourquoi vous me contrôlez parce que je suis arabe. Quand t'es un européen, c'est parce que je suis européen. Quand tu tombes sur un asiatique, c'est un asiatique. Je te dis, le boulot de flic à l'heure actuelle, il faut avoir les reins très solides et avoir un gros mental pour pas tous les jours se battre quoi. Parce que les gens, il faut voir, c'est vrai qu'on dit oui, la police matraque, la police, ça c'est, mais je veux dire, de l'autre côté, on s'est rarement mis à la place des policiers en disant qu'est-ce qui se passe sur la voie publique quoi. Non, pas vraiment. Alors justement, je sais pas en tout cas qui était visé là-dessus. Mohamed, moi je l'ai déjà dit à la radio et je l'ai dit une fois sur une chaîne de télé où j'ai eu des gilets jaunes qui m'ont insulté tous les noms parce que je disais moi j'avais de la peine justement pour les forces de l'ordre. Je suis un ancien collègue mais dans une autre corporation et donc je disais malheureusement. Et il faut le savoir, dans le code de déontologie de la police nationale ainsi que de la gendarmerie, et encore, la gendarmerie, je l'ai dit la dernière fois, c'est militaire, et donc, nous, quand on rentrait à l'armée, on te dit, ton cerveau, tu le laisses ici, tu le reprendras quand tu seras dans la vie civile. Un policier n'a pas le droit de refuser un ordre. Il n'a pas le droit. C'est une sanction administrative, ça va jusqu'à la révocation. Mais, et donc, moi, j'avais mal au cœur pour les fonctionnaires de police, parce que, ce sont, en dessous le bleu, ce sont des femmes et des hommes. Qui ont les mêmes problématiques au quotidien, qui ont des problèmes de surendettement, qui ont des problèmes de divorce, qui ont des problèmes de loyer, qui ont des problèmes de mal logement, qui ont vraiment, ce sont des, et en plus ils vivent avec la population, c'est-à-dire que les problèmes, ils sont pas hermétiques, ils les prennent au quotidien. Et donc lorsque vous êtes là et que vous posez la question de mais qu'est-ce que je fais, je suis obligé de matraquer des pauvres gens. Et attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Des pauvres gens qui vous disent, hey, le 20 du mois, je suis en galère. Dans les gilets jaunes là qu'on voyait, c'était des femmes et des hommes de la ruralité qui vous disaient, mais nous, on crève la bouche ouverte, pitié, aidez-nous. Et la réponse du gouvernement a été feu. Moi, je tiens à dire une chose, Mohamed. Il y a une chose que vous pouvez faire. Et que vous avez d'ailleurs vous avez fait le hold-up du siècle, vous avez fait un casse à 500 millions d'euros. Moi je suis respectueux. Une demi-après-midi de gueulage devant la préfecture de police, 500 millions d'euros, respect. Mais c'était votre dû, c'était normal qu'on vous les donne. Et encore ils ont été minorés parce que normalement les heures supplémentaires à partir d'un certain nombre d'heures, ils sont majorés à 25, puis à 50, puis après à 100%. Donc vous avez quand même pris une banane et vous auriez dû justement à ce moment-là descendre avec les gilets jaunes. C'est à ce moment-là que vous auriez dû dire non, mais nous on est là avec la population pour rencontrer la même problématique. Et je tiens à dire que je sais le mal-être que c'est, mais vous avez le droit. Vous avez le droit d'aller voir des médecins, civils ou privés, et d'être malade. Vous avez aussi un droit qui est le droit de retrait lorsque vous pensez que votre intégrité physique ou que vous n'êtes pas apte à accomplir votre mission. Combien y a-t-il de forces de l'ordre qui l'ont fait? Il y a juste 2 compagnies de CRS qui l'ont fait juste avant le fameux mercredi où vous avez arraché les 500 millions d'euros, et félicitations, et c'était normal, mais Castaner vous a insulté en faisant ça. Parce que c'est-à-dire qu'on pouvait vous le donner depuis longtemps, et on vous l'a donné parce que c'est vous qui tenez aujourd'hui la République. Si demain vous baissez le bouclier, vous enlevez les casques, comme ça s'est passé dans plein de pays dans le monde, eh ben ce gouvernement tombe, et cette aristocratie et bourgeoisie
vous paye grâce à nos impôts pour les protéger et les sauver. Et c'est là où il faut que vous rentriez en résistance avec nous. Céline. Moi là, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire que certes les conditions de travail des policiers sont difficiles, ce que je remets pas en question, mais ça ne légitime absolument pas ce qui se passe et les dérives qu'on peut avoir. C'est pas parce que on fait des heures de travail ou que notre hiérarchie nous donne des ordres déplorables qu'on doit s'en prendre à la population. Attends, je termine, excuse-moi. Tout à l'heure, Mohamed a dit qu'on peu importe qui on contrôle, que ce soit un Européen, un Asiate ou un Arabe, il y a toujours un problème. Dans les faits, on sait très bien que c'est pas comme ça. On sait très bien que les contrôles aux faciès, c'est très souvent des Arabes et des Noirs qui en pâtissent. Alors ça, j'arrête tout de suite. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Juste, je termine et puis après, je vous laisserai la parole. On nous dit les conditions sont dures, mais il faut s'en prendre à la hiérarchie. Je suis désolé, quand il y a des dérives, mais quand Comment ça, ils peuvent pas? Non, mais quand il y a des ordres injustes, comme on l'a vu pour Steve ou pour d'autres, quand il y a justement l'humanité, c'est aussi ça, de dire j'ai un ordre qui n'est pas juste. Alors je fais quoi, madame? Si je refuse l'ordre et qu'on me révoque, je fais comment pour nourrir ma famille? Dites-moi, expliquez-moi comment je peux faire. Dites-moi, donnez-moi une solution. Donc est-ce qu'on est obligé d'arriver à ces dérives comme on l'a vu dans le Burger King? Il y a un ordre, madame, il y a un ordre. Quand votre patron, je ne sais pas qui c'est, quand votre patron à vous dit il faut faire ça, vous lui dites non. Donc quand votre patron... Non mais attendez, sachant que derrière vous allez perdre votre boulot. Non mais c'est même encore plus grave. Mohamed, ce qu'il dit, il devrait vraiment pointer sur le code déontologie. Il faut vraiment le connaître, le code déontologie. Non, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se mettre en grève. Ils n'ont pas le droit de se mettre en grève. Ils ont manifesté hier. On n'a pas le droit de refuser une mission. C'est comme si demain, je dis, on m'appelle, je dis, je fais grève, je vais pas sauver une Mohamed, femme. ce que vous avez réussi à faire pour obtenir vos 500 millions d'euros là, pourquoi vous le faites pas pour dénoncer votre hiérarchie? Pareil, vous pouvez le faire. Exactement. Ça. Vous bloquez, pourquoi vous faites pas manifestation. Vous faites avec les syndicats Alliance là qui font beaucoup. Écoutez, je vais pas, j'ai un droit de réserve. Excusez-moi. J'ai un droit de réserve. Je peux pas en parler à la radio comme ça. J'ai un droit de réserve. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Bien sûr. D'accord? Je vous dis juste, je vous appelle juste par rapport aux conditions de travail sur la voie publique des boulots, du boulot de policier. C'est tout ce que je veux dire. Je dis que comparé à il y a 10 ans en arrière, excusez-moi, madame, vous me parlez de contrôle aux faciès. Quand moi je contrôle, on me le dit à moi, on me dit je suis raciste, on me traite de harki, de raciste. Je fais quoi? Je fais quoi, madame? Non mais Mohamed, pourtant je suis pas européen. Comme si c'est un contrôle de faciès. Mohamed, tu es, je me permets de tutoyer parce que le tutoiement est républicain et la police est républicaine. Tu es entre le marteau et l'enclume. Ah ouais. Oui, non mais moi, j'ai vraiment un grand respect pour les forces de l'ordre. Enfin, je dis qu'un État tient aussi à ça. Le jour où on a un problème, on est très content d'avoir les forces de l'ordre qui viennent à notre secours. On est très content d'avoir les pompiers. On est très content d'avoir le SAMU. Et je ne peux pas accepter les actes de délinquance envers ceux qui représentent le peuple. Tout comme les bavures et tout comme l'inverse. Évidemment. C'est encore plus grave. Mais non, c'est aussi grave. Pas encore plus grave. D'accord, c'est aussi grave. Ils sont assermentés. Non, mais ils sont assermentés, mais c'est ce que je disais, en dessous le bleu. Vous avez des hommes et des femmes qui ont les mêmes problématiques. D'accord, et le problème, et le vrai problème. Mais non, mais Christophe. Non, mais t'as des familles déchirées aujourd'hui, t'as des morts aussi. Mais je sais bien, mais de part et d'autre. Mais justement, il faut pas. Non, pas de part et d'autre. Si, de part et d'autre. Aujourd'hui, non. De part et d'autre. Je suis désolé. Quand t'es là et sur une mission de gardien de la paix, et que tu interviens, que tu te fais cracher dessus, quand t'envoies des boules de pétanque, que ta hiérarchie te dit de ne pas bouger parce qu'il faut pas faire de vagues, et que c'est le carnet de timbre que tu remplis, et il y a un jour J où tu craques parce que tu es un être humain, et les êtres humains qui sont sous pression, sous tension, font des conneries. Donc demain, une infirmière ou un chirurgien qui craque parce qu'il fait des heures impossibles et qui charcute un patient, on devra rien dire. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le vrai responsable. Non mais là c'est un vrai truc que t'as mis là. Mais elle a raison. Mais les profs qui pètent les plombs s'ils s'en prennent à nos gamins demain. Je suis en train de dire une chose. C'est que vous essayez de traiter le cancer quand il est là. Viens, on le traite à la racine tout au début. Et la vérité, c'est quand on a réduit les moyens de police, c'est quand les types, tous les 4 jours... C'est aux policiers eux-mêmes de faire le ménage au sein même de leur structure. C'est pas à nous. Pourquoi ils peuvent pas? Ils ne peuvent pas parce que... Ils ont réussi à obtenir 500 millions hier.
Pas hier, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, il y a une course à l'échalote qui fait que chaque brebis qui l'ouvre, il lui coupe la tête, on le mute, on lui ralentit son déroulement de carrière, et lorsque vous avez été policier pendant 15 ans, 20 ans, c'est comme quelqu'un qui est chardonnier pendant 20 ans, c'est compliqué de se remettre en question pour faire une autre profession. Bon. Et ce que dit Mohamed aujourd'hui, la souffrance au travail des forces de l'ordre, c'est qu'il y a 15 ans, on pouvait finir sa fin de mois, tu prenais une amende de 900 balles, tu dis bon d'accord, aujourd'hui tu prends une amende de 150 €, tu deviens complètement hystérique, t'es dans la merde. Et donc forcément, quand tu te fais insulter une fois, deux fois, écoutez, moi j'étais chauffeur de bus, j'étais machiniste. Je vous jure que tu me donnes 15 000 par mois, je leur en fais plus ce boulot. Je me faisais insulter 10 fois par jour, je me faisais cracher dessus. Des gens qui se pointaient, qui se bloquaient devant mon bus parce que pour le prendre, enfin, des trucs de dingue. Mais il y en a plein dans plein de corporations. Et ben moi, le jour où j'ai arrêté, j'ai pété les plombs. Et ben moi je suis animateur radio et je dois vous supporter moi aussi au quotidien et c'est difficile. Oui, mais imagine quand tu dois supporter, que tu te fais injurier, que tu te fais haïr par ta population, que t'es là, t'as ce mal-être, tu l'emmènes chez toi et donc ça déteint chez toi, donc ça fout le bordel chez toi, et ben t'as des êtres humains qui pètent les plombs. Et t'as des êtres humains qui en face empathissent. Mais bien sûr. Mais qui est le responsable? C'est pour ça, le vrai responsable, c'est pas celui qui a pété les plombs et celui qui empathie. Le vrai responsable, le vrai responsable, c'est l'État. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on se divise entre nous. Parce que c'est ce qui fait plaisir à l'État. Parce que tant qu'on aura la population qui n'aimera pas sa police qui sera en colère contre sa population, eh ben, l'État continuera à se gaver, à rigoler de nous tous. Alors, moi, j'appelle les forces de l'ordre. Je vous en supplie. En dessous le bleu, en dessous l'uniforme, vous êtes des êtres humains. Et j'appelle tous ceux et toutes celles qui ont applaudi lorsque les forces de l'ordre étaient présents après les attentats qu'on a tous subis, à se rappeler que en cas de guerre, en cas de mouvement terroriste, en cas de gens qui font la misère dans des quartiers, et il en est et personne n'ose le dire, on est bien content de les trouver lorsqu'ils viennent nous sauver la vie. Donc maintenant, ça suffit de part et d'autre. Il y a eu trop de morts de part et d'autre. Il faut arrêter tout ça. La balance, elle est quand même franchement d'un côté. Mais bien sûr, t'as des côtés, t'as des gens qui sont armés, de l'autre des gens qui sont pas armés. Donc il faut mais c'est pas eux les responsables de cette situation. C'est ceux qui ont laissé pourrir cette situation. On peut pas être dans un corporatisme aveugle à dire comme on l'a vu il y a pas si longtemps. Ils sont isolés. Non, quand Aboubacar Fofana à Nantes, qui s'est fait tuer il y a 1 an à la Cité du Breuil. Il s'est fait abattre d'une balle dans la nuque par un policier. D'emblée, le process habituel s'est mis en place, les mensonges et la couverture de la hiérarchie. Bien sûr. Ça, c'est la méthodologie habituelle. Tant qu'il y aura des collègues qui continueront à couvrir par leurs mensonges les mensonges d'autres collègues qui ont fauté, même si eux n'étaient pas responsables, et ça j'en ai des multitudes de dossiers comme ça, on pourra pas se dire, oui, on pourra pas avoir cet amour ou cette confiance de la police. On est face à des mensonges souvent qui détruisent des familles. Mohamed. Excusez-moi, moi je veux juste réagir juste par rapport à un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un policier qui est mis en cause, automatiquement il est coupable et les collègues ils mentent. À aucun moment on peut donner ou on peut se penser ou dire oui, effectivement, peut-être que ça s'est passé comme lui. C'est un exemple très précis à Nantes. Hein. Je finis. Allez. Après, je vous laisse parler. Je vous ai laissé parler. Mais c'est de suite, voilà, il a menti. On prend sur une situation qui dure peut-être 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. On va prendre juste le moment où il s'est passé le truc. On va s'arrêter sur 10 secondes d'une situation. Or qu'une situation, elle dégénère pas sur 10 secondes. C'est tout un truc. Pourquoi il y a l'instruction? Parce que dans ce cas-là, on s'emmerde pas, on prend, on s'arrête au moment où il a tiré et on le juge. Pourquoi il y a les instructions alors? Je vous ai parlé d'un exemple très précis à Mantes où les mensonges ont été avérés. Ouais, voilà, ça s'est passé. Ça a été avéré. Vous êtes au cœur de l'instruction. Les mensonges ont été prouvés. C'est pas moi qui les invente. Non mais c'est toujours pareil. Il y en a qui vont dire ils ont menti, mais jamais on va croire la parole d'un policier. C'est faux, parce que généralement les victimes deviennent coupables et la criminalisation des victimes, on leur sort leur casier judiciaire, etc. Mohamed, on l'a vu pas. à Sevran aussi. On se fait la pub, Mohamed, bougez pas, vous êtes tranquille, vous êtes pas en service là, rassurez-nous. Non, je serai pas au téléphone. Bon, quittez pas, à tout de suite sur France Maghreb 2. Que fait notre invité? Il est où là? Bah, il s'est fait aider par les forces de l'ordre. Bon, à tout de suite alors, on va essayer de le libérer, à tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Philippe Bouriaki, avec Céline Bory et notre invité est arrivé, Alexandre Langlois. Bonjour Alexandre. Bonjour et désolé pour le retard. Oui bon, vous êtes un peu pardonné évidemment sur ce qui s'est passé. D'ailleurs je vais vous poser quelques questions par rapport à cela. Nous étions avec Mohamed qui est collègue policier du côté de Marseille et nous étions en pleine discussion parce que la question qu'on posait aujourd'hui, certes elle n'était pas adéquate au vu de ce qui s'est passé, mais ça on pouvait pas le prévoir. Avez-vous une bonne image de la police française? 85% répondent non. Sur Facebook, sur Twitter idem. Mohamed? Oui, voilà, donc en guise de conclusion Mohamed, je t'en prie. Ouais, non, c'est tout, moi je te disais, c'est voilà, c'est tous les gens, on s'arrête sur 5 minutes, juste 2 minutes, je vous explique un cas qui m'est arrivé, on va, bon, grosso modo, on intervient sur des violences familiales, on interpelle le mec parce qu'il est complètement bourré, on le sort de l'appartement, on l'interpelle, au moment où il arrive dans les escaliers, il me saute dessus. On fait une chute d'un étage. D'accord? C'est moi qui le tiens. Si on s'arrête au moment où on saute, on va dire, voilà. Et comme ça s'est passé, si on s'arrête juste à cette séquence-là, on va dire c'est le policier qui a sauté. Sauf que pour moi, heureusement, bon, le mec, il a eu juste un petit bobo à la tête, mais s'il avait été mort, on aurait dit, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, ouais, c'est le policier qui l'a traîné dehors, qui l'a fait chuter sur le sol. Sauf que, heureusement pour moi, parce que le mec a quand même déposé plainte contre moi pour les violences, heureusement pour moi, c'est qu'il y avait un voisin qui a vu que c'était le mec qui me sautait dessus. Donc c'est pareil pour Aboubacar ou quoi, je dis pas qu'il a fait ou qu'il a pas fait, je dis, laissons finir l'instruction, et après le magistrat, il prendra sa décision. Mais c'est trop simple de dire oui, lui il a dit. Donc c'était trop simple au début pour sa hiérarchie de mentir parce que les mensonges ont été avérés et de le défendre dès les premières heures de la mort d'Aboubacar Fofana, de le criminaliser et de dire que en fait le policier avait tiré parce qu'il y avait une mise en danger. Je crois que la première version c'était de dire qu'il y avait quelqu'un derrière la voiture. Or les vidéos qui ont été prises par des témoins ont démonté ces choses. Donc le syndicat qui dans les 24 heures a criminalisé et justifié le tir du policier n'avait pas à le faire non plus, puisqu'au final on nous a dit que le policier a dit que c'était un tir qui était parti hors de son contrôle en fait. Bon, merci Mohamed en tout cas pour votre appel et bon courage du côté de Marseille, cher Mohamed, à bientôt. Alexandre Langlois, ce qui s'est passé évidemment cet après-midi à la préfecture de police, un véritable drame. 4 policiers, 4 fonctionnaires de police ont été tués à l'arme blanche par un individu qui travaille visiblement au service de renseignement, âgé de 45 ans. Je précise d'ailleurs que sa femme vient d'être placée en garde à vue, ça fait partie de la procédure au vu de l'enquête qui est ouverte probablement. Petite réaction, Alexandre Langlois? Déjà une pensée pour tous les collègues, toutes les familles et les proches des victimes, parce que finalement c'est 5 collègues qui meurent, parce que l'assaillant était également collègue, malgré lui qui ait porté les coups, sa famille n'y est pas forcément pour quelque chose. Après la perquisition et le placement en garde à vue de sa femme peut-être apportera des éléments de réponse, mais après c'est un malaise plus profond, une fois de plus, qu'on a dans la police, c'est que on se focalise sur le pétage de plomb, parce qu'a priori c'est un pétage de plomb, un problème personnel au niveau de ce qui s'est passé au sein de la préfecture de police et hiérarchique sans doute ou entre collègues, mais c'est un malaise beaucoup plus profond dans la police vu qu'on est à plus de 50 suicides depuis le début de l'année. Donc les fonctionnaires de police et qui travaillent pour la police nationale ne réagissent pas tous de la même façon, et ça me fait penser, il y a l'année dernière un autre collègue qui est rentré chez lui, qui a tué sa femme, ses 2 enfants, qui s'est suicidé, ou plus en arrière encore un collègue, un capitaine de police dans la région Est qui avait pris en otage son commissaire parce qu'il voulait parler au ministre. Donc en fait il y a plusieurs façons d'exprimer un malaise, et a priori on aura sans doute des manquements hiérarchiques ou des failles qui auraient permis en tous les cas d'éviter ce drame, ou en tous les cas de le déceler. Alexandre Langlois, hier il y avait 27 000 fonctionnaires de police dans les rues de Paris pour justement manifester, dénoncer des problèmes de hiérarchie et surtout différents problèmes aussi au niveau des retraites, des acquis, etc. Beaucoup de policiers parlent maintenant, commencent à s'exprimer et à pointer du doigt le problème des donneurs d'ordre. Par exemple, une policière, je ne sais plus son nom, disait les Black Blocs, on les connaît, on peut les arrêter, sauf qu'on n'a pas l'ordre de le faire.
Non, je l'imagine, j'ai vu une vidéo passer il y a pas longtemps de Linda Kebab, donc c'est peut-être elle. C'est peut-être elle, oui. Voilà. Mais du coup, oui, c'est vrai, mais ça, on le dit depuis 2014, c'est-à-dire depuis les manifestations sur la loi travail. Donc c'est pas une méthode qui est nouvelle, sauf que ce qui est nouveau, ce qui a été amplifié depuis le mandat de Monsieur Hollande ou Monsieur Macron, c'est la réponse policière à la répression de la contestation sociale. Donc effectivement, les gens parlent, on va continuer de parler. C'est juste que maintenant, on va peut-être être entendu parce que même des syndicats majoritaires comme Linda Kebab, elle fait partie d'Unité, un syndicat qui, je rappelle pour mémoire, avait dit Bamboula c'est convenable, une main arrachée bien fait pour sa gueule et toutes ces joyeusetés. Même ce syndicat-là arrive à ouvrir les yeux sur la situation. Donc tout n'est peut-être pas désespéré. Oui, c'est pas effectivement. Mais quand on fait un sondage comme ça auprès de nos auditeurs, 85% ont une mauvaise image de la police. Vous comprenez, vous ? Après, ça dépend sur quels sont le public et les auditeurs que vous avez. Si on prend un sondage du Parisien, j'allais dire 80% des gens sont plutôt une image favorable de la police. Après, si jamais on est contrôlé tous les jours, qu'on a affaire à la police avec des tutoiements, des comportements qui ne sont pas acceptables, effectivement, on a une mauvaise image. Ou si on est tout simplement ça s'est révélé au grand jour maintenant avec les gilets jaunes. Je veux dire aussi manifestation gilets jaunes. Donc il y a plein de raisons d'avoir une mauvaise image de la police en fonction de qui on interroge et ça peut tout à fait se comprendre. Après, il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Il y a un constat et qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avant et pas rester sur on les aime pas. L'étape suivante, c'est comment on réconcilie tout le monde pour que les gens puissent vivre en sécurité et quand il y a des contrôles de police ou des interventions de police, ça se fasse dans le respect des personnes parce qu'on n'intervient pas forcément que sur des criminels et des délinquants prouvés, quoi. Oui. Autrement dit, le même sondage dans le Figaro, on n'aurait pas eu les mêmes chiffres. Par exemple, je pense que si on résume, dans d'autres journaux encore, Valeurs Actuelles, le chiffre aurait été encore différent. Quoique, avec les gilets jaunes, on a quand même découvert une certaine méthode de la police, quand même. Céline faisait référer tout à l'heure à ce qui s'est passé, je crois que c'était en décembre, dans un fast-food où tu vois Burger King à côté des Champs-Élysées, où on voit des policiers quand même s'en donner à cœur joie et s'en prendre à des gens au sol. Alexandre Langlois, comprenez que ces images-là, ça choque la population. Si on n'était pas choqué, ce serait plutôt inquiétant, j'allais dire. Après, c'est toujours pareil. Sur ces images-là, effectivement, les images sont choquantes. Les gestes professionnels sont déplacés. Ce n'est pas du tout professionnel. Si des gens sont au sol, ils n'ont pas à être attaqués à coups de matraque, comme on a pu le voir sur les images dont je me souviens très bien. Après, l'explication de comment les policiers sont arrivés à faire ça, c'est ça qui serait intéressant de savoir. Il faut savoir que attention, qu'on met toutes les choses, c'est juste qu'on ne confonde pas le sommet de l'iceberg et l'iceberg complet. Voilà, c'est ça. Il y a une faute personnelle des fonctionnaires, a priori, parce que c'était pas tolérable de ce qu'on a pu voir sur ces images. Par contre, savoir qu'est-ce qui les a fait pousser à faire ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, donc c'est à voir, mais surtout, quand on travaille des week-ends et des semaines d'affilée, 100 jours de repos, une vacation qui dure 20 heures, on est levé depuis 3 heures du matin, effectivement, la sensibilité et la réaction n'est pas la même, et donc c'est-à-dire qu'on devrait avoir une hiérarchie et être plus attentionné, en disant, écoutez les gars, vous êtes armés, vous avez le maintien de l'ordre entre les mains, vous pouvez user de violences légitimes dans certains cadres, donc on va peut-être pas vous mettre jusqu'au bout humainement possible biologiquement pour vous pousser à la faute. Et donc ça, c'est ce qui est intéressant à voir. Et par exemple sur des vidéos où il n'y a pas de doute, je reprends toujours parce que là c'est le commandant à Toulon qui boxe les gens tranquillement. Voilà. Donc lui on voit toutes les vidéos, lui il est en haut de la hiérarchie, lui il fait vraiment n'importe quoi. Donc là, ou la Minba à Sevran, pardon. Ou le médiateur de Sevran, la Minba, qui s'est fait boxer par un collègue aussi il y a pas très longtemps dans la vidéo. Effectivement, il y a aussi ça. Et là, il y a un deuxième problème sur les quartiers les plus défavorisés en Île-de-France. C'est ce qu'on dénonce, mais c'est ce qu'on dénonce régulièrement parce que c'est un problème de la fonction publique. C'est pas que la police. Mon frère étant dans l'éducation nationale, il me dit qu'il rencontre les mêmes problèmes. C'est qu'on envoie dans ces quartiers-là les personnes les plus jeunes. Alors que ça nécessiterait une expérience de la vie et pas d'avoir une formation qui est juste, parce qu'il n'y a aucune formation au niveau de l'école de police à l'adaptabilité du premier emploi. On ne travaille pas pareil quand on est à Aulnay-sous-Bois, quand on garde l'Élysée ou quand on est dans un service de police judiciaire. Donc il faudrait adapter les premières missions et redonner une police qui va au contact. Parce que moi j'étais allé je redonne l'anecdote, à Aulnay-sous-Bois juste après l'affaire Théo. J'avais été invité par Adama Traoré, l'association La Révolution est en marche. Et pour le coup, j'ai été très bien accueilli par les habitants. Et ce qui m'a marqué, c'est un monsieur d'une 50aine d'années qui a dit, vous savez ce qui me choque le plus, c'est que ça fait 2 heures qu'on parle dehors. On n'a pas vu un policier. Il a dit, quand moi j'étais plus jeune, on voyait des policiers, on discutait avec eux, on partait en vacances avec eux. Il y avait un lien de confiance et humain qu'on n'a plus maintenant. On n'a plus que des opérations coup de poing, des jeunes qui viennent, qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner dans leur province. Voilà. Et donc on a plus ce côté prévention qui est très important, qui permet d'avoir du renseignement, parce que quand même la grande majorité, c'est-à-dire 90% voire plus, c'est à la louche, hein. Les gens veulent vivre tranquillement et on doit pouvoir avoir le même service public sur tout le territoire. Je rappelle que vous êtes suspendu, vous, depuis le 4 juillet dernier.
Exactement, parce que ça déplaît à mon ministre ce que je viens encore de répéter aujourd'hui sur votre antenne. Oui, parce que vous osez parler, vous osez pointer du doigt quelques dysfonctionnements au sein de l'institution. Et effectivement, vous êtes suspendu jusqu'au mois de janvier, c'est ça? Au mois de janvier, et au mois de janvier, je reviens, et comme il y avait un petit chantage en disant si t'arrêtes de faire du syndicalisme, on te met pas les 6 mois de sursis, si tu continues, tu vas te les prendre. Donc, du coup, je reviendrai en janvier pour être convoqué, me prendre mes 6 mois de sursis. Jusqu'où vous comptez aller, Alexandre Langlois? Il y a deux solutions, c'est que pour le moment il y a un autre syndicat, donc il y a des gens qui nous rejoignent de plus en plus au niveau des policiers, ce qui veut dire qu'il y a un besoin. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi de la population qui nous soutient, sinon on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Et donc on pense que le combat est utile, c'est un combat d'utilité et d'intérêt général. Donc tant qu'il y a moyen de résister au sein de la police nationale pour faire évoluer les mentalités de l'intérieur, on continuera. Si un jour on voit que c'est plus possible, on résistera d'une autre façon. Mais tant que c'est possible, on va continuer. Donc il n'y a pas de limite en fait. Moi, le travail que je suis en train de faire aujourd'hui, vous êtes un lanceur d'alerte? Un lanceur d'alerte, Alexandre Langlois? Moi, je me considère comme ça, parce que j'étais dans la police nationale pour dénoncer les dysfonctionnements, des faits qui sont pénalement répréhensibles, en fait. Des agressions sexuelles, des falsifications de chiffres, le taux de suicide avec un harcèlement moral au travail. Donc, je me considère comme un lanceur d'alerte, et en fait, je pense que s'il faut qu'on réforme cette institution, et on ne pourra y arriver que tous ensemble, parce que la police nationale est au service de la population, et pas du pouvoir. Moi, je voulais vous poser une question. Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes rentré dans la police? Moi, je suis rentré en 2006. D'accord. Et vous sentez pas, votre discours est atypique. Vous vous sentez pas seul en fait? Non, je me sens pas seul. Non, si je me sentais seul, j'aurais aussi arrêté, parce que je me dis si le bateau est foutu, au bout d'un moment on fait comme tout le monde, on prend le canot de sauvetage et on s'échappe et on regarde le bateau couler au loin. Non, ce qui me motive, c'est qu'il y a des collègues aussi qui disaient on n'osait pas parler. Ça nous fait plaisir qu'ils nous donnent les informations pour que ça change, parce qu'il y avait. Vous êtes soutenu quoi en clair? On est soutenu. Moi je veux dire par exemple à mon conseil de discipline, j'ai toute ma division qui était présente à me soutenir devant la préfecture de police. Mais c'est un soutien assumé, c'est-à-dire que d'autres osent parler aussi, parce que moi je vous avoue que il y en a pas beaucoup qui osent parler par contre, parce qu'après vu à parler, c'est-à-dire que vu les sanctions qu'on se prend derrière, c'est normal. Exemple. Moi j'ai été exclu, Noah Manoir aussi qui est délégué chez nous est sous le coup il est en attente d'un conseil de discipline pour avoir osé parler sur des dysfonctionnements. En plus il vient de publier un livre, donc il est aussi en attente. Plus lointain, il y avait le commandant Philippe Pichon qui avait dénoncé les dysfonctionnements du STIC, du fichier maintenant qui est le TAGE. Il avait dénoncé en disant qu'il y a 80% des fiches qui sont complètement aberrantes et pas à jour, et il a été mis à la retraite d'office alors que c'était le plus jeune commandant de France. Une fois de plus, on fait passer le professionnalisme des gens après l'image de la police nationale ternie, non pas parce qu'on a lancé l'alerte sur un sujet, mais parce qu'il y a des gens qui ont des petits postes qui veulent surtout pas de vagues. Et plutôt que de corriger les déviances, ils veulent surtout qu'on les taise. Ils accusent les gens de mettre sur la place publique leurs petits arrangements entre amis. Donc en fait, on peut comprendre que nos collègues ne veulent pas parler. Au point où on en est les quelques-uns à pouvoir parler, à prendre les témoignages de nos collègues, à les porter sur la place publique pour pas qu'ils soient inquiétés. Je veux dire, ça sert à rien qu'on soit tous sanctionnés et démissionnaires. Autant qu'il y en a un qui fasse donc pour tous les autres. Donc vous portez le poids en fait pour vos autres collègues qui dénoncent, mais qui peuvent pas. Et on a eu aussi le cas du collègue à la BAC Nord qui avait dénoncé des problèmes avec les stupes, etc. de ses collègues. Le seul qui n'a pas été réintégré, c'est lui. En fait, donc au bout d'un moment, en fait, on a toujours en train de la hiérarchie, en train de cibler, parce que ils veulent pas qu'on remonte sur leur petite combine, leur petite carrière, leur déroulé, etc. Donc à partir de là, c'est le jeu. En tant que mandat syndical, on a un mandat pour parler, on va continuer de parler. C'est pas que les gens ne veulent pas parler, n'ont pas de choses à dire, c'est qu'ils osent pas. Et en fait, des fois, il y a même des collègues qui ont témoigné anonymement, ils ont été reconnus et ils ont été balancés. Alors, on va accueillir une auditrice qui est avec nous au 01 40 33 9000 avant d'écouter Céline Bory, et on attendait votre arrivée pour qu'elle puisse nous faire cet avis tranché comme il en est permis par nos chroniqueurs dans cette émission. Myriam, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Myriam? De Marseille. De Marseille, très bien. Encore une Marseillaise. Encore une Marseillaise, oui, absolument. Ouais, non, mais je viens de Paris, du coup. Oui. Je suis descendu récemment sur Marseille. Mais moi, j'ai un avis tranché sur la police nationale. Parce que par moment, ils peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Comme si on a un problème, aller porter plainte, tout ça. Mais même, au final, quand moi j'ai eu un problème, j'ai eu un litige avec mon propriétaire. J'ai été posé plainte, on m'a remis la faute sur moi, en fait. Malgré que j'étais dans un état qui était pas... j'étais en pleurs, tout ça, mais ils ont remis la faute sur nous. En fait, ils ont aucune formation, je trouve. Surtout maintenant, ils n'ont pas de formation. On va porter plainte, on est limite victime, et en fait, ils nous font passer pour les méchants, quoi. Et moi, je trouve ça trop... Je trouve que si ils sont frustrés dans leur métier, ils devraient changer de métier, ou bien faire autre chose.
Merci Myriam. Alexandre Langlois, problème de formation. Et alors, on va en parler particulièrement dans un registre qu'on a été amené à évoquer. C'est à propos des viols, des violences conjugales. Il y a pas beaucoup de policiers, pour pas dire quasiment pas, qui sont formés justement à l'écoute de ce genre de problématiques. De façon générale, les policiers sont pas formés à accompagner les victimes. C'est-à-dire qu'on est là pour donner les droits des auteurs d'infractions, les auteurs présumés, bien évidemment, parce qu'après il y a l'enquête. Mais par contre, les victimes, il y a un très mauvais accompagnement et aucune formation, quelle qu'elle soit. Donc après, c'est encore plus criant pour les personnes qui sont victimes dans leur chair de pas être pris en considération à la hauteur de ce qu'elles ont subi. Donc ça c'était bien dommage. Là la seule chose, il n'y a pas eu spécialement de formation qui vont être prévues encore sur toutes les violences conjugales. On est sur un numéro de téléphone et avec des choses qui ne servent à rien, hein. On est en train d'éditer un annuaire plutôt que de gouverner et de proposer des vraies solutions. Donc oui, il y a un réel problème de formation. Après la deuxième partie de ce que disait Myriam, elle disait vous avez qu'à démissionner si vous n'êtes pas à l'aise. Mais si le problème c'est que si tous les fonctionnaires de police qui essayent de remettre un peu d'ordre dans cette maison démissionne, du coup là je veux dire que j'aimerais pas rester dans le pays avec une police nationale comme ça, quoi. Ouais. Bon, est-ce qu'on est prêt là? On est prêt. Bon on va y aller. Alors on va écouter Céline Bory qui a des choses à nous dire, parce que je lui ai demandé en fait de nous préparer un petit avis tranché sur tout ce qui a pu se passer, les différentes bavures, histoire de les relater pour ne pas les oublier, peut-être de s'y arrêter un instant. C'est l'avis tranché donc de Céline Bory sur France Maghreb 2. Nous avons évidemment ce droit de mémoire, ma chère Céline Bory. Tout à fait, et c'est pour ça que je vais commencer par une liste non exhaustive des crimes policiers restés impunis. Alors les plus âgés se souviendront des émeutes de Vaux-en-Velin en 90, qui faisaient suite à la mort de Thomas Claudio, 21 ans, percuté volontairement par une voiture de police alors qu'il était passager d'une mobilette. Un an plus tard, au Val-Fouré, c'était Youssef Caïf, 23 ans, qui est abattu d'une balle dans la nuque par le policier Iblot. Lors du procès qui aura lieu en 2001, Libération titrera « Un coupable finalement acquitté », confirmant ainsi à demi-mot que cette décision d'injustice octroyait, comme l'a dit la mère du défunt, un permis de tuer aux policiers. Fin 98, année de la Coupe du Monde et la superficielle effervescence en mode Black Blamber qu'on a pu connaître, Habib Ould Mohamed, dit Pipo, âgé de 17 ans, succombe à une hémorragie après avoir été laissé sur le trottoir par le policier qui lui avait tiré dessus. Ça s'était passé à Toulouse. Puis s'ensuit en 2005 la mort de Ziad Ebouna, qui restera dans les mémoires comme le déclencheur des semaines d'émeutes qu'ont connues les banlieues françaises. Point commun à tous ces drames, des décisions de justice qui se concluront par des acquittements ou des non-lieux pour les policiers incriminés. Des familles en deuil qui n'ont pas eu droit à la justice et qui n'auront certainement pas le droit à la paix. Plus proche de nous, des affaires encore en cours défraient la chronique. Adama Traoré, Aboubacar Fofana que j'évoquais tout à l'heure, ou encore Gaye Camara pour ne citer qu'eux. Dans toutes ces affaires, une même méthodologie. Criminalisation des victimes, mise en place de mensonges immédiats, comme ce fut le cas, je le répète, pour Aboubacar Fofana à Nantes, le tout relayé par des médias et visant à exonérer les fonctionnaires de toute responsabilité. On assiste à un soutien inconditionnel de la hiérarchie et des syndicats qui, dans un corporatisme aveugle, font bloc. On invente des outrages et constitue des casiers. L'histoire est bien rodée. Ainsi, les victimes sont souvent présumées coupables de leur sort. Hier, à Paris, plus de 20 000 policiers ont manifesté, dénonçant leurs conditions de travail, mais aussi le manque de reconnaissance tant du gouvernement que de la population. Aujourd'hui, et on le déplore, 4 policiers ont perdu la vie, 5 si on compte l'assaillant dans l'enceinte de la préfecture de Paris. Ce qui pour le moment laisse présager qu'il s'agit d'un conflit interne, mais ça l'enquête le dira. Sachez cependant que pour beaucoup, la reconnaissance de nos victimes et des crimes policiers est un préalable obligatoire à la reconnaissance de vos maux. Sans la condamnation des dérives, des violences illégitimes pratiquées par certains fonctionnaires lors de contrôles souvent au faciès, sans les condamnations judiciaires adéquates et justes, n'attendez pas une empathie affichée par ces jeunes qui sont conscients qu'un simple contrôle peut avoir des conséquences dramatiques sur leur vie. Alors oui, cessez ce corporatisme aveugle, faites le ménage dans vos rangs, dénoncez les méthodes de toute une institution, et peut-être qu'un dialogue pourra être amorcé. En attendant, monsieur Langlois, je suis forcé de constater que vous êtes minoritaire, et je le déplore, et que pour le moment, votre hiérarchie vous met au banc, preuve que votre discours dérange. À vos collègues dont vous dites qu'ils désapprouvent nombre de ces méthodes, mais qui préfèrent garder le silence par peur des représailles, je conclurai par cette phrase. Qui ne dit mot consent, mais nous ce qu'on sent, c'est de l'injustice quand les mères craignent pour leurs gosses face à vos contrôles de police. Merci Céline. Alors Alexandre,
sur ce qui a été dit. Beaucoup de choses très intéressantes. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, ça on est bien d'accord. Effectivement, si on reste sur un portrait comme ça de la police nationale, ça fait peur et ça fait froid dans le dos. Ça, nous sommes bien d'accord. Oui. Après, sur le minoritaire, on n'est pas forcément minoritaire. Et sur la marche d'hier, d'ailleurs, on n'était pas invité. Et d'autres syndicats également et d'associations de policiers en colère n'ont pas eu le droit. Donc, c'était pas vraiment une marche unitaire. Vigie n'était pas Non, on avait voulu venir. On nous a dit non, ça va pas être possible. Vous n'êtes pas les bienvenus. Il y a un autre syndicat, Impact Police, ils ont pas le droit. Fracture, du coup. Voilà. Donc, ils ont dit vous n'avez pas le droit. Et en fait, à la base, ça devait être une marche sans ballon, sans drapeau. Et ça s'est transformé à qui c'est qui aurait le plus de drapeaux et de ballons. Est-ce que c'est pas Alliance qui essaye de prendre un petit peu justement l'ascendant sur tout ça et essaye d'avoir le monopole, on va dire? Dans les faits, je crois qu'ils l'ont. Ils essayent. Dans les faits, ils sont pas le monopole. Ils sont en concurrence avec Unité GP de sinistre mémoire, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et après, ils essayent surtout en 2022, les prochaines élections professionnelles, ils ne pourront plus faire un chantage aux avancements en mutation auprès de nos collègues, parce que pour le moment, c'est les syndicats qui peuvent muter ou faire avancer la carrière de nos collègues en échange de la paix sociale dans l'institution. Et en 2022, M. Macron a dit que ce serait terminé. Donc du coup, on aura peut-être des policiers qui pourront voter par conviction plutôt que par opportunisme pour leur carrière. Donc peut-être qu'on aura un résultat différent de ce qu'on a à l'heure actuelle, parce que les gens ne se sentent pas vraiment représentés par ces personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité de terrain et de ce qu'on peut vivre. Ensuite, sur la justice, on n'est malheureusement pas responsable de ce que fait la justice en tant que policier. La même chose, il y a une confusion qui est faite régulièrement. Nous ne sommes pas non plus responsables de ce que fait la gendarmerie nationale. Quand j'ai cité Adama Traoré, par exemple, tout à fait, parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes doctrines d'emploi que les nôtres. C'est des militaires, ils dépendent du code de la défense et je ne saurais pas quel que soit le résultat des actes qu'ils ont pu faire, je ne maîtrise pas les lois. Donc des fois, il faudrait se battre aussi pour changer la loi, pour éviter qu'il y ait des cas qui se produisent. Et de façon plus générale, effectivement, l'institution policière va protéger des comportements des fois déviants avec des drames, avec des morts, pour une raison simple, c'est que la hiérarchie policière n'a pas envie d'être mise en cause, qu'on n'avait pas regardé pourquoi le policier a tiré, pourquoi il n'a pas eu la formation, pourquoi il était là, pourquoi il était jeune, pourquoi il n'était pas accompagné, pourquoi il n'était pas encadré, pourquoi il n'a pas eu ses repos, pourquoi il a fait des heures supplémentaires. Ça fait beaucoup de pourquoi. Et la hiérarchie policière n'a surtout pas envie qu'on y réponde. Donc il y a deux solutions qu'elle emploie. La première solution, c'est de faire tout pour innocenter le collègue qui a pu commettre une infraction. La deuxième solution est de dire là, il y a vraiment, on peut rien faire, on l'envoie à l'IGPN, on demande à l'IGPN de le conclure coupable. C'est pour ça que même les policiers ne veulent pas de l'IGPN. C'est une institution que ni les policiers de terrain ne veulent, ni la population. Donc ce serait bien que là on a un combat commun pour supprimer cette institution. Les seuls qui veulent la conserver de façon sûre, c'est ceux qui nous gouvernent, ainsi que le syndicat des commissaires. Quand l'avocat de la Ligue des droits de l'homme avait dit il faudrait supprimer l'IGPN, le syndicat des commissaires avait répondu il faudrait plutôt supprimer les avocats militants. Donc entre enlever une institution qui est l'enlever, la faire disparaître et tuer des avocats militants, il n'y a pas, mais c'est-à-dire que voilà, les seuls qui défendent ça, c'est les gens qui nous dirigent. Ce qui pose un sacré problème, une perte de sens de notre métier. Et tant qu'on n'aura pas fait le ménage d'une exemplarité dans nos gens qui nous dirigent, ça posera un problème. Un exemple encore tout bête, c'est que des politiques peuvent faire des lois avec des casiers judiciaires. Et du coup, comment être crédible après pour nous appliquer la loi sur le terrain avec un casier judiciaire vierge? Il y a des gens qui nous disent mais vous rigolez, vous m'arrêtez pour je ne sais pas n'importe quelle infraction mineure ou un contrôle d'identité. Et à côté de ça, il y en a qui ont des casiers judiciaires, qui ont eu des condamnations à de la prison, qui vous font les doigts. Donc en fait, tant que le système dans sa globalité ne sera pas juste et qu'on pourra enfin avoir une devise de la République, liberté, égalité pour tous et pas suivant d'où on vient et de qui on connaît, et ça ne marchera pas. Très intéressant. Le contrôle au faciès, franchement, ça existe. Le contrôle au faciès, alors c'est très mesuré. Il y a deux choses. Il y a un, c'est que ça existe, oui, d'une certaine façon, parce qu'on a des objectifs qui n'ont pas changé depuis M. Sarkozy, politique du chiffre. Il faut renvoyer tant de personnes au pays, d'étrangers en situation irrégulière. Donc dans un point de vue de rendement, je veux dire malheureusement parce que c'est comme ça que la police s'est transformée en rendement statistique, mais il y a plus de chances de contrôler des gens typés de couleur que des gens qui sont blancs, tout simplement parce qu'ils ont plus de chances de venir d'un pays qui n'a pas d'accord avec la France ou de titre de séjour, etc. Donc il y a ça. La deuxième chose également, c'est que c'est ce qu'on a pu constater, c'est que c'est pas le contrôle au faciès, par exemple, qu'on va dans le quartier des ambassades, il n'y a pas plus de contrôle au faciès ailleurs. C'est plutôt un contrôle des gens qui sont dans la misère sociale. C'est plutôt un contrôle social de la population plutôt qu'un contrôle au faciès. Et nous, on avait une proposition qu'on avait fait, malheureusement, qui n'a pas été suivie. On avait été vu des députés pour ça. On avait dit, écoutez, le contrôle au faciès, on demande des fois un récépissé de contrôle d'identité. On a dit, oui, mais si tant qu'on le présentera en tant que contrôle au faciès, ça n'aboutira jamais parce que il y a qu'une minorité de personnes qui se sentiront concernées. Maintenant, je prends l'exemple. Ma femme, elle a été contrôlée, un contrôle routier, tout bête. Elle est arrivée en retard au travail.
et du coup elle n'a pas eu de justificatif administratif pour son retard. Maintenant quelqu'un doit prendre un avion, un train, il arrive en retard parce qu'il y a un contrôle de police, il ne peut rien présenter pour dire justifier de son retard. Mettons le présente de cette façon-là en disant on donne un document administratif qu'on est contrôlé pour pouvoir justifier à n'importe qui après un retard dans le travail, dans l'avion, dans ce qu'on veut. Et du coup là tout le monde se sentirait concerné en se disant oui moi si ça peut m'arriver demain. Et si on propose la loi comme ça permettrait d'avoir un intérêt général, de mobiliser toute la population et en même temps d'avoir un effet par ricochet, de dire on pourrait faire des analyses sur éventuellement s'il y a des contrôles aux faciès et limiter les choses. Donc ce serait un intérêt collectif. Et la deuxième chose qu'on demande aussi, c'est que à l'heure actuelle en France, on n'est pas obligé d'avoir de pièces d'identité sur soi. Et il y a beaucoup de contrôles d'identité qui dérapent justement parce que les gens n'ont pas de pièces, qui n'est pas une obligation, donc les gens s'énervent, etc. Donc nous, ce qu'on demanderait en échange de se récépissé d'un document administratif, c'est de dire aux gens maintenant l'obligation d'avoir un document légal, c'est-à-dire que la personne a son document, c'est réglé en 5 minutes sur la voie publique, elle n'a pas le document, on l'enlève de la voie publique, on l'emmène au commissariat pour faire le contrôle, ce qui évite d'échauffer les esprits, des fois dans des contextes un petit peu tendus. Et les contrôles sur mineurs aussi. Les contrôles, c'est les contrôles sur d'identité, etc. C'est sur tout le monde. Donc à partir de là. Parfois, on a des enfants de 13-14 ans qui certes peuvent en paraître plus, parce que parfois des garçons à 12-13 ans ils font déjà 1m70 et qui se font contrôler et qui subissent des contrôles aux faciès, alors que la pièce d'identité n'est même pas obligatoire aussi pour eux. Elle est obligatoire pour personne. Je veux dire, même on n'est jamais obligé d'en avoir une. J'ai une amie qui a 25 ans qui n'a jamais fait de carte d'identité de sa vie. Il n'y a aucune obligation en France d'en avoir une. Dans le code napoléonien, tu dois juste prouver de ton identité, c'est-à-dire que si tu as deux témoins qui affirment que tu es bien Céline Bourrier, c'est le point suffisant. J'aurais juste tu peux nous garder ça après la pub parce qu'on s'en débarrasse, comme ça on termine tranquillement. Pas de quiz aujourd'hui. Pas de quiz. Non, pas de quiz. Pas de quiz, étant donné les circonstances évidemment. Il n'y aura pas de revanche. Et il n'y aura pas de revanche. Dans un instant, donc les quelques dernières minutes avec peut-être un appel ou deux. 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Les dernières minutes de cette émission, le grand forum avec Philippe Bouriaki, avec Céline Bory et avec Alexandre Langlois. Vous savez notre inquiétude, Alexandre, quand on entend parler d'un acte en particulier, comme cet après-midi, comme autre chose, on se dit pourvu qu'il n'y ait pas un lien avec, qu'il soit pas musulman, qu'il soit pas lié à l'islam, etc. Qu'est-ce qu'on apprend là à l'instant, 17h49, dépêche. Selon BFM TV, l'individu se serait converti à l'islam depuis 18 mois. Donc qu'est-ce qu'on va retenir dans cette histoire? On va retenir une seule chose, c'est qu'il était musulman. Voilà. Vous comprenez qu'il y a des gens quand même qui se sentent vraiment... on en est arrivé là, c'est-à-dire à chaque fois en espérant qu'il ne soit pas musulman. Là, j'en parle avec gravité tout à l'heure, moi quand j'ai eu l'information par le LGF, par Christophe, c'est la première des choses que j'ai dit. Tu te rends compte, c'est ça qui est le truc le plus dramatique. C'est même pas, je me dis merde, putain, il y a 4 personnes qui viennent de perdre la vie, des enfants qui vont se retrouver sans leur père, sans leur mère, des familles. J'ai pourvu que, tu te rends compte, le premier sentiment que j'ai eu, c'est pourvu que ça soit pas un musulman. C'est un truc de dingue. Pourquoi on réagit comme ça? Parce qu'on est dans un climat islamophobe ambiant, avec des Zemmour qui tiennent des propos à vomir tout au long de la journée sur les plateaux télé. On sait pertinemment que dès ce soir, là, dès qu'on va rentrer, on va entendre que ça. Mais le problème, c'est pas Zemmour qui tient ses propos. Le problème, c'est ces médias qui le relayent en boucle. Dans quel intérêt? C'est quoi leur but? C'est quoi leur objectif? Une petite question à Alexandre par rapport à ça. C'est vrai que voilà, malheureusement on en est à ce constat-là et ça c'est terrible. Le constat, c'est que nous, on s'était battu au moment de la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur l'état d'urgence permanent. Ouais. Dedans, il y avait des choses qui nous avaient choqués. Nous, on avait dit, il y avait des propositions qu'on avait fait. La loi était axée uniquement, quasiment sur l'islam, en disant, faut fermer les lieux de culte de musulmans, il faut fermer. Et voilà, c'était très ciblé. Et nous, ce qu'on avait proposé, on avait dit, comme dans toutes les religions, l'islam a des dérives sectaires. Il faut pouvoir, dans les autres religions, c'est possible de les combattre. Je veux dire, il y a les miviludes qui s'en chargent, et d'un intérêt pour rassembler tous les Français, parce que la France est un État laïque. Nous, ce qu'on avait proposé, c'est qu'on classifie certains comportements qui sont caractérisés par les dérives sectaires. Je prends pour exemple l'attentat de Nice parce que ça m'avait particulièrement marqué. La personne avait pris un petit coup de rouge avant de partir, avait pris le camion, a tué des gens, était complètement, en fait, dans tous les critères qui caractérisent la dérive sectaire, coupé de sa famille, etc. Donc en fait, on avait dit, plutôt que de stigmatiser une partie de la population, mettons les choses réellement devant sur la table, disons, voilà, maintenant il y a des dérives sectaires dans toutes les religions, l'islam ne fait pas exception à la règle, combattons ces dérives partout où elles sont, c'est dans l'intérêt général de la société, et personne ne veut de dérives sectaires dans sa religion. C'est-à-dire qu'en plus, tout le monde aurait dit, là il y a un petit comportement déviant, est-ce qu'on veut des témoins de Jéhovah, est-ce qu'on veut de la scientologie? Non, personne n'en veut. Donc ça aurait été un acte manqué, donc c'est-à-dire que le gouvernement de M. Macron, à l'époque M. Collomb qui a porté cette loi,
engendre ce climat de séparation, de mise au banc et de montrer du doigt. Alors que normalement, il y avait quelque chose à faire de légal qui était dans l'intérêt collectif où les policiers auraient pu intervenir et qui éviterait, par exemple, aujourd'hui cette chose en se disant, on espère qu'il ne sera pas musulman. On aurait eu dit, il a commis un attentat, il a commis des crimes. Il a été musulman, il était catholique. En fait, on se poserait pas la question. Le problème, Alexandre, c'est que lorsque t'as un type qui pète les plombs et qui rentre avec sa voiture dans une mosquée ou qui tue une femme voilée, on te dit bon, le mec il avait des problèmes psychiatriques. Lorsque t'as un type de confession musulmane ou qui s'est converti récemment ou maghrébin, on te dit c'est tout de suite un attentat terroriste. Alors, ça pose une vraie problématique. On le dit régulièrement, qu'on commence par les médias, commence par dire attentat terroriste et après il y a souvent, par exemple à Trappes il y a 1 an ou 2, ça s'est fini. En fait, c'était juste un déséquilibré mental. Donc tout après, à fait. Ouais, mais ce qui se passe, c'est que pendant 48 heures en boucle. Tu vois alors là, pour le coup, je suis policier, donc je peux parler pour la police, le périmètre des lois, le contrôle des médias, est-ce que disent les médias. Par contre, il n'est pas responsable. Là, j'en suis pas responsable. Non, mais c'est ça. Donc après, ça met un climat. Mais je veux dire, si le gouvernement montrait l'exemple avec des lois qui sont dans le sens de rassembler les gens, parce que ça, c'est le gouvernement, les lois de la République. Si les lois étaient vraiment dans l'intérêt général, sans stigmatiser une partie de la population, on n'en serait pas là. Ça permettrait des fois aux médias peut-être de faire un travail différent. Vous sortez un livre bientôt, c'est ça ? Je sors un livre bientôt qui est en cours de correction finale et mes collègues de l'IGPN sont déjà prêts à me convoquer pour sanction. Très bien. Eh bien, vous reviendrez. Et on pourra le recevoir effectivement évidemment. Pour voir ce livre. Exactement. Monsieur Langlois, j'espère que vous allez m'envoyer le premier, le livre, et vous viendrez ici sur France Maghreb 2 en parler avec nous. D'accord ? Dans les premiers, du coup, je l'enverrai à tous les gens que j'apprécie. On commande 3 livres dédicacés. Voilà, dédicacés. Non, mais moi je le commande. Voilà. Merci monsieur Alexandre. Merci et puis je remercie encore, excusez-moi du retard à cause de. Je vous en prie, c'est pardonné. Merci beaucoup Bouriaki d'avoir relevé au pied levé en tout cas. C'est ça la famille du LGF. Yasser Louati et Osinras que je ne vais pas dénoncer évidemment. Bien sûr. Non mais c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de quiz. C'est tout ce que je dis. Oui mais non mais monsieur Langlois, le policier est là, il fait régner l'ordre, donc s'il te plaît. Moi je voudrais un juge te faire intervenir. Le policier présente à la justice. Exactement. Merci beaucoup Céline. En tout cas et bravo pour ton avis tranché que vous retrouverez sur les réseaux du LGF et de la radio. Merci à tous, bonne soirée. Il est 18h. On est de retour évidemment demain à partir de 16h. Le rappel de l'actualité de ce jeudi soir avec Sophie Darance. Bonsoir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.